enfant, on m'a dit que j'avais de la chance. Et on m'a dit que j'avais de la chance parce que quand je parlais, je savais ce que je voulais dire et je touchais ceux auxquels je parlais. Et puis, j'avais 9 ans et un ami de mon père a dit « Mais est-ce que Jeanne a de la chance ou est-ce qu'elle ressent ce qu'elle veut dire et le dit bien ?» Moi, ça m'a simplement fait réfléchir en disant comment je peux partager cela et comment je vais déshabiller la langue. Et ça fait plus de 25 ans que je vis une histoire d'amour avec le langage. Alors, quel est le premier coup de baguette magique ? Eh bien, c'est que les mots ne font pas tout. 80 000 mots dans le dictionnaire, Racine parle avec 2000 mots, Victor Hugo 23 000. Je les aime autant tous les deux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'encombrement du vocabulaire ne fait pas forcément la qualité de la langue. Les mots ont un sens précis, une sédimentation liée à du temps, à une culture, à une histoire. La vérité n'est pas la transparence, qui n'est pas la loyauté, qui n'est pas l'honnêteté. Alors, adieu synonyme. Et les mots ont aussi un sens par la place qu'ils ont dans une phrase. J'ai un chien, Prosper, il est à la maison, c'est le chien de la maison. Mais la maison du chien, c'est la niche. Alors, quand on nous parle de musique, on ne nous parle pas de notes. Pourquoi, quand on nous parle de langage, on nous parle toujours de mots ? Les mots ont aussi un sens dans un contexte. Et je suis venue avec un ami qui s'appelle également Prosper. Nous avons pris le train et je vais jouer avec le verbe descendre. On descend, il descend avec moi dans le train. Nous descendons dans un bar, on est content. C'est vrai, je suis contente d'être là. Et on va boire du champagne, mais Prosper boit beaucoup trop de champagne. Il était convenu qu'il soit avec moi là ce soir. Mais Prosper, il a descendu quelqu'un dans le bar. Donc il est en garde à vue. On sent que les mots, on doit s'en préoccuper, mais il faut surtout choisir le mot juste, et vous ne serez pas un orateur explosif parce que vous apprenez le dictionnaire. Deuxième coup de baguette magique. Eh bien, c'est Montaigne qui, de très loin, nous aide et le donne, ce coup de baguette magique. Effectivement, la parole appartient à moitié à celui qui écoute. 3 garçons sont avec moi dans un séminaire et je leur dis « Quel temps fait-il aujourd'hui ?» Louis me répond « Il fait beau ». Maximilien, il fait chaud. Et Jules, il fait lourd. Subjectivité, ressenti, on sait qu'il ne pleut pas, mais on sent ce qu'ils ressentent quand ils parlent. Ça vient de loin. La langue, elle est raison et émotion. Le fait, l'information et la manière de le dire par le ressenti que l'on possède. Ça fait que, effectivement, Jules et Maximilien, un jour, sont avec moi. D'autres amis, je vous ai dit, sont Oscar, Léon. C'est un dimanche, il faut goûter. Et je me dis, mon Dieu, j'ai oublié. Je donne Madeleine un verre de lait. Et effectivement, Léon et Oscar qui sont là, eh bien, vont réagir différemment. Oscar me rend la madeleine en me disant « je n'en veux plus, ça fait un enfant gâté un peu bougon, même s'il reste gracieux ». Jules me dit « tiens, je te donne la madeleine, mais je te la donne avec un air gracieux ». Et c'est Oscar d'ailleurs, avec un air très très gracieux. Et je me dis « mais il est en train de me rendre la madeleine et c'est moi qui lui dis merci ». Alors que, effectivement, l'autre enfant, ça ne s'est pas passé pareil. Donc on voit bien que l'encombrement des mots, la posture que l'on prend pour parler est déterminante. Et qu'est-ce qu'il a fait, Oscar ? Il m'a parlé à moi, pour moi, de moi. De la même manière, dans les références sensibles, vous avez des choses qui se jouent. Je suis sur un plateau téléphonique, j'écoute le langage des entreprises et j'entends une conseillère qui parle bien,
qui fait très bien son travail, mais je sens qu'elle parle à un très très vieux monsieur qui a du mal à entendre. Et elle va lui dire à un moment, à propos de son dossier assurance vie, « Monsieur, est-ce que vous êtes dématérialisé ?» Là, nous nous rendons compte qu'elle ne saisit pas que ce ne sont pas ses références culturelles à lui, il n'est pas dans l'ère digitale. Alors, effectivement, la langue, elle a cette complexité raison et émotion, et les professionnels de la communication le savent bien. Si vous êtes en train d'écouter une radio populaire, il pleut ce matin-là, ils vont être très très brefs, ils vont vous dire capuche pour tous, vous savez qu'il pleut. Si vous écoutez une radio un petit peu plus intello, ils vont vous dire dépression depuis le nord du Cotentin, c'est comme une chanson qu'on entend. Il pleuvra sur la région d'Île-de-France peut-être en début d'après-midi, mais il faut attendre un peu pour savoir qu'il pleut. Ils ne vont pas vous le dire immédiatement. Donc cette langue percutante, elle doit être coagulée, parler à l'autre de lui, et qu'il se dise « ça me fait quoi à moi ?» À un enfant de 2 ans, si vous voyez une ville en désordre, parce qu'il y a une manifestation, vous ne dites pas que ça ressemble à un bombardement. Les lexicologues contemporains nous donnent des preuves à ce sujet. Ils disent qu'un tiers de ce que l'on dit est compris. Ça rend très humble. Un autre tiers n'est pas compris parce qu'on en dit trop. Et ça, c'est une des phrases que vous devez mettre dans votre poche ce soir. La précision tue la clarté. Et enfin, on n'est pas compris souvent parce qu'on prend les références culturelles qui sont les nôtres et pas les références culturelles de la personne à laquelle on parle. En ce moment, avec les masques, il y a un débat dans l'Illinois aux États-Unis. Et pour parler à un public jeune, ils ont trouvé une manière très courte de le faire. It only works if you wear it. On sent qu'avec un public jeune, pour porter des masques, il faut responsabiliser, mais responsabiliser de façon non soucieuse, pas trop austère, et en même temps, comme c'est un sujet délicat, il faut une façon d'en parler qui soit juste. L'humour peut être très déplacé. Troisième coup de baguette magique. L'art et la manière. Le langage est matière, mais il est art et manière. Quand je parle du style, on peut froncer les sourcils, mais combien de fois c'est beaucoup plus simple le style parce que c'est juste une façon de tourner les phrases. Et vous avez un client qui se plaint et qui dit « ce n'est pas ce que m'a dit la vendeuse, ce n'est pas ce qu'elle m'a dit, c'est la façon qu'elle a eu de me le dire ». Et effectivement, j'ai beaucoup d'anecdotes, vous rentrez dans une boutique, si la vendeuse vous regarde et vous dit « vous, faut quoi ?» Ça n'est pas comme si elle vous dit « en quoi puis-je vous aider ?» Et on voit bien que quand on parle du style, il ne faut pas tout de suite penser c'est désuet, c'est vieilli, c'est sophistiqué. On est tous sensibles à la façon que l'on a d'entendre les personnes qui nous parlent nous parler. Alors, une fois encore, on a bien dit, on ne va pas apprendre tous les procédés de style. Mais ce qu'on voit, c'est que pour l'instant, on n'a jamais parlé de grammaire et qu'on a remis les mots à leur place. Et dans les procédés de style, il y en a que vous utilisez, et il y en a un que vous utilisez beaucoup, qui est la répétition. On se souvient de « moi président ». Moi président, moi président. Donc c'est M. Hollande, on est en 2012, il va être élu. Qu'est-ce qu'il fait avec sa répétition? C'est l'effet d'insistance. Si la langue est conviction et persuasion, il est en train de nous convaincre par un propos rationnel factuel très court, et il est en train de sensibiliser par l'effet d'insistance. De la même façon, si je suis fâchée ce soir, tout à coup je peux être fâchée. Ben, je peux vous dire je suis très fâchée, mais je peux vous dire je sors de mes gonds, ou mieux encore, je vais montrer les dents. Là, vous dites ouh, là, louve, fâché, effectivement. Et ça va vous marquer. Et il y a une image. Donc, c'est très, très important. D'une autre façon, vous avez des poètes qui, eux, vont faire des choses qui traversent les années et les époques. Et Verlaine était un poète très simple qui va dire « Il pleure
dans mon cœur comme il pleut sur la ville. On voit bien, il y a une répétition des sons. C'est très simple, on a une image et avec le comme, on a une comparaison. Et ça va traverser. Les publicitaires le savent bien, soit ils vont utiliser des répétitions, c'est chez un assureur que je ne peux pas citer, je l'aurai, soit ils vont utiliser des comparaisons et des images, parce que pour marquer, être percutant, ces procédés de style sont éloquents. Enfin, il y a quelque chose, et je vais vous demander ce soir, et je vais vous poser une question. Je vous connais peu, mais je sais, oui je sais, que vous êtes tous venus avec un instrument de musique. J'en suis sûre. Alors selon vous, quel est-il? Tous. La voix. Alors, Alfred Tomatis nous a dit, la première fenêtre, la première porte d'entrée vers le cerveau, c'est l'oreille. Et l'intonation, le son, la façon d'articuler, les respirations, le silence, c'est très important. À l'heure où tout le son et la vente par le vocal va se développer, c'est un enjeu vraiment très lourd. Regardez bien, un enfant de 6 ans parle parfaitement sa langue maternelle, il n'a jamais ouvert un livre de grammaire. On apprend par mimétisme, on apprend par le son. Le son est très important parce qu'il participe au sens, dans sa phonologie. Si je vous dis tintamarre, c'est un mot qui fait du bruit. Si je dis brusque, abrupt, ce n'est pas un mot comme doux, qui est un mot tendre, qui est un mot velours. On a une sensation quand on entend les mots. Et il faut se dire qu'en plus, le son a l'importance du sens, mais qu'il a l'importance de la mémorisation. Vous avez cette phrase en publicité, « tatou chez Tati ». Tatou chez Tati, on s'en souviendra. Voilà. Donc, buzz, déjà, c'est un mot qui fait qu'on sent bourdonner les rumeurs. Et la langue anglaise a beaucoup de sons de cet ordre. Alors, que peut-on dire? Eh bien, peut-être se souvenir que vous êtes là pour poser et composer votre langue, la disposition participe à la composition, qu'on parle à quelqu'un et qu'on doit lui parler de lui et de ses mondes, mais que l'on peut parler beau aussi, parce que cela restera en mémoire et on veut chaque jour avoir un langage percutant. Et le beau n'est pas forcément le sophistiqué. Et j'aurais envie de terminer par ce grand grammairien et styliste du langage qui est Léopold Sédar Senghor et qui a dit à propos de la langue française qui est dans les langues alphabétiques une des plus harmonieuses, qui a dit « Notre langue est à la fois et tour à tour hautbois, trompette, flûte et tam-tam ». Donc j'ai envie de dire à chacun de nous maintenant, avec ces 3 coups de baguette magique, à chacun de nous de jouer et d'enchanter. Merci.